Bedrock, nous développons une plateforme de VOD et de replay que nous déployons en marque blanche pour chacun de nos clients, des broadcasters européens. Et en France, vous nous connaissez peut-être pour Sisplay et pour Salto. Si je remonte très loin dans l'histoire, 2018, presque la préhistoire, on utilisait encore des machines on-prem. On utilisait des hyperviseurs, des VM, des serveurs, et certains soirs, on consommait jusqu'à 98% de notre capacité. Autrement dit, on rentabilisait bien nos machines. La vague que vous voyez à l'écran, qui est notre charge sur une semaine, ça montre un écart de charge entre le matin, le soir, la nuit et la soirée. Et on avait aussi une contrainte de saisonnalité en fonction des jours de la semaine, des périodes de l'année. Cette charge variable joue beaucoup sur nos choix techniques et sur nos coûts. Depuis, nous avons migré vers le cloud. C'est un projet, c'est une migration qui répondait à une volonté, à un besoin de notre entreprise. On voulait gagner en souplesse et en élasticité. En souplesse, pour déployer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux clients. Et puis en élasticité, pour faire face aux pics de charge et au trafic variable. On s'est dit, on va migrer assez rapidement, on ne va pas chercher à optimiser nos coûts, on va aller dans le cloud. Et on optimisera après. Mais au bout d'un moment, alors qu'on avait avancé sur cette migration et on avait signé de nouveaux clients, eh bien on a commencé à regarder notre facture AWS. Et on s'est dit, on va peut-être commencer à essayer d'optimiser tout de suite. Notre migration, nous n'avons pas fait un lift and shift. Nous avions des VM on-prem, nous sommes partis vers Kubernetes et c'est un service managé. Donc nous avons fait des améliorations. Et notre infrastructure, vous envoyez un extrait ici, un ensemble de microservices qui communiquent un petit peu les uns avec les autres. Et cette infrastructure, nous la dupliquons pour chacun de nos clients. Nous la dupliquons dans des comptes AWS différents. Ces infrastructures pour chacun de nos clients sont ainsi bien isolées, elles sont indépendantes les unes des autres. Au niveau des coûts, ça signifie qu'une optimisation ou un gaspillage qu'on identifierait pour un client, c'est généralement applicable à tous les clients. Et j'ajoute que pour chaque client, nous avons un compte de staging et un compte de production. Maintenant, quelques chiffres. Printemps 2022, maintenant, nous sommes dans les 370 employés et plus de 275 personnes dans les équipes techniques. En termes de coûts AWS, nous dépensons plusieurs millions de dollars par an et plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Donc quand on fait 1% d'optimisation, ça se voit, c'est assez intéressant. Un petit disclaimer avant de continuer. On a tendance chez Bedrock à être plutôt transparent sur notre stack technique, on écrit des articles de blog, on parle en conférence, on écrit des livres aussi. Par contre, sur les côtés business, et les coûts font partie du business, on est un tout petit peu moins transparent, vous le comprendrez assez bien. Donc aujourd'hui, je vais masquer beaucoup de montants exacts, et je parlerai en ordre de grandeur ou en pourcentage. L'avantage pour vous, c'est que les pourcentages pourraient s'appliquer chez vous, quel que soit le montant que vous dépensez chez AWS tous les mois. Alors avant d'essayer d'optimiser les coûts, on a besoin de les suivre, de les analyser, de les comprendre. Le premier outil qu'on a utilisé, on l'a utilisé pendant un moment, c'est la vue billing, la facture. C'est une vue globale, c'est un petit peu fastidieux à parcourir, mais pendant plusieurs mois, un collègue et moi, on repassait sur cette facture et on la comparait avec celle du mois précédent. Et ensuite, on cherchait à comprendre les écarts, les évolutions, les différences. Et vient le premier conseil, pour comprendre vos coûts, vous avez besoin de taguer tout ce que vous pouvez. Quelques exemples de tags assez classiques qu'on utilise chez nous par exemple, un tag équipe, pour savoir qui est responsable d'une ressource. Un tag projet, pour savoir à quel projet correspond une ressource. Un tag environnement, est-ce que c'est du développement, du staging, de la production. Voire même un tag département auquel allouer le coût de la ressource. Ça va beaucoup vous aider à redistribuer les coûts et à les comprendre. Juste après le billing, on regarde le Cost Explorer. Le Cost Explorer, c'est un outil fourni par Amazon qui permet de faire des requêtes dans un environnement graphique et qui vous affiche des détails sur vos coûts. Ici, j'ai les coûts par projet, et je vois qu'un projet a explosé ses coûts pendant 3 jours, et même pas 3 jours consécutifs. Et bien là, je suis très content d'avoir le tag qui me dit de quel projet il s'agit. J'ai pu aller voir mes collègues qui travaillent sur ce projet, dire est-ce que c'est normal? Des fois ça l'est, des fois ça ne l'est pas. Et on a compris pourquoi on a eu cette augmentation de coûts de façon temporaire.
On peut aussi fouiller plus loin dans Cost Explorer, par exemple ici sur les coûts spécifiques d'un projet. Et je vois que j'ai 4 services qui sont utilisés pour ce projet. J'en ai 3 qui coûtent à peu près le même prix. Un CDN, une base de données et un stockage sur S3. Et en réfléchissant avec les collègues responsables de ce projet, on s'est dit c'est bizarre que la base de données coûte si cher sur ce projet alors qu'elle ne fait pas grand-chose. On a été voir le type d'instance qu'on utilisait et on avait une instance qui était carrément surdimensionnée. Bien, ce graphe nous a aidé à le comprendre assez facilement. Cost Explorer, c'est un outil très sympathique, et je l'utilise encore maintenant assez souvent. Malgré tout, il a quelques limites. La première de ces limites, c'est que Cost Explorer ne conserve que 13 mois d'historique. Donc vous ne pouvez pas remonter très loin en arrière. On ne peut pas remonter dans Cost Explorer au début de notre migration vers le cloud. Cost Explorer ne sait aussi faire qu'un seul groupe by, ce qui pour certains types de requêtes un peu compliquées, juste on ne peut pas. Et puis même si c'est assez pratique et assez accessible, le Cost Explorer, créer des requêtes en faisant des clics, créer des dashboards en faisant des clics, au bout d'un moment, ça devient un petit peu lassant. Malgré tout, Cost Explorer nous a suffi pendant plus de 2 ans. Maintenant, si on veut aller plus loin que Cost Explorer, on peut demander à AWS de nous exporter des fichiers CUR, les Cost and Usage Reports. C'est des fichiers bruts et brutaux, mais aussi très riches, qui contiennent plein de données de facturation. Et on peut les requêter avec Athena. On peut écrire des requêtes SQL totalement personnalisées qui vont nous ramener exactement ce qu'on veut. Et on les conserve aussi longtemps qu'on veut, on a donc une vue à plus long terme. Petit bonus, les fichiers CUR contiennent des données qui ne sont pas visibles dans Cost Explorer. Par exemple, avec les fichiers CUR, vous pouvez identifier la consommation de chacune de vos net gateways. Ou alors, vous pouvez savoir à quel compte AWS profite des réservations et des saving plans, ce qui n'est pas tellement possible dans Cost Explorer. Assez souvent, on me dit et est-ce que vous êtes alerté quand il y a des variations de prix, des variations de coûts? La réponse à ça, c'est le service budget, à la limite, qui permet de définir des paliers, de recevoir des alertes quand un budget est atteint. Mais j'aime pas le service budget, c'est pas terrible. Il faut définir des paliers, il faut définir des alertes, c'est pas marrant, c'est un peu fastidieux. À la place, je préfère beaucoup utiliser Cost Anomaly Detection. Je crois que c'est un service qui est sorti il y a 1 an et demi maintenant à peu près. Et Cost Anomaly Detection, si vous l'activez, il va vous faire du machine learning sur vos coûts. Il va vous alerter quand il voit une augmentation bizarre. Et c'est absolument top. Je reçois un mail qui me dit « Coucou, il y a une anomalie qui a été détectée, une augmentation bizarre de coûts. » Je clique dessus, effectivement, ici j'avais une augmentation. Bon, d'accord. Et j'ai un lien qui m'emmène vers Cost Explorer, déjà tout préfiltré comme il faut. Et là, je comprends pourquoi j'ai eu une augmentation de coût. Ou du moins, je comprends techniquement qu'est-ce qui a coûté plus cher chez AWS. Après, il faut que j'aille voir mes collègues pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait pour expliquer cette augmentation de coût. Mais avoir cette alerte au bout de 2 jours ou 3 jours, c'est vachement plus sympa que d'analyser les factures à la fin du mois ou au début du mois suivant et de se rendre compte qu'on paye une fortune depuis 15 jours. Quelque chose qui est déjà arrivé. Chez AWS, certaines ressources sont mutualisées, je pense aux NAT Gateways, aux Load Balancers, aux VPC Endpoints, aux masternodes dans vos clusters Kubernetes, à votre plateforme de log entière peut-être. Et vous allez devoir réfléchir à comment répartir les coûts de ces ressources. Et bien pour cela, vous devez définir des clés de répartition qui peuvent être en fonction du trafic, en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction du nombre de vidéos vues. À vous de trouver celle qui s'applique dans votre cas. Et puis aussi, parfois, dans les coûts AWS, il y a des pièges. Par exemple, les coûts d'un mois donné évoluent jusqu'au 12-15 du mois suivant, notamment quand vous êtes client Enterprise. Puis des fois, vous avez des coûts qui changent de catégorie, ou une nouvelle catégorie qui apparaît. Ou même des services qui changent de nom. Il y a quelques mois, par exemple, le service Elasticsearch a été renommé en OpenSearch. Ça demande d'adapter ses requêtes SQL pour aller chercher sur le bon service. Et puis aussi, vous ne parviendrez pas à comprendre réellement vos coûts si vous ne comprenez pas comment chaque service est facturé. Et donc, vous allez passer beaucoup de temps à lire les pages de pricing de chacun des services que vous utilisez. Il y en a genre plus de 200. Bon courage. Donc, entre tous les services et tous les outils à mettre en place et à utiliser, plus la compréhension côté Amazon
et de votre plateforme, vous avez un petit peu un rocher à porter. Maintenant, une mini-section sur ce qui est faisable en théorie pour réduire les coûts chez AWS. Je vais passer dessus très vite, je me dis que la suite pratique sera plus intéressante. Quand on veut réduire nos coûts, une approche assez souvent mise en place, c'est de réserver des instances. Et ça s'applique notamment en service C2. Vous vous engagez pendant 1 an ou pendant 3 ans à toujours payer une instance donnée, une certaine taille, une C5 4X large à Paris par exemple. Ce n'est pas très souple, mais vous allez faire entre 30 et 70% d'économie. Ça peut être plutôt sympa. Si vous avez des workloads qui sont stables, une charge qui est stable, ça peut être très intéressant, payer 70% moins cher quand même. Mais bon, préciser une instance précise, une C5 4X large à Paris, c'est pas très souple. Donc, depuis 2 ans peut-être maintenant, Amazon vous propose des saving plans. Avec des saving plans, vous engagez à payer un certain montant toutes les heures, et c'est valable sur EC2, Fargate, Lambda et peut-être encore 1 ou 2 autres services. Ou alors, un petit peu moins souple, vous vous engagez sur une famille d'instances dans une région. Pas une C5 4X large, mais des C5. C'est un petit peu mieux. Là aussi, vous vous engagez entre soit 1 an, soit 3 ans, et vous allez faire entre 18 et 70% d'économie. Encore une fois, si vous avez des workloads assez stables, les saving plans, c'est assez pratique. Et la notion de réservation, elle s'applique aussi en dehors de ces deux. Elle s'applique sur Elasticache, Elasticsearch, Redshift, RDS. Sur ces services, c'est par type d'instance et par région, un petit peu plus de souplesse sur RDS. Et vous pouvez aussi réserver de la capacité sur DynamoDB, réserver de la capacité en lecture et en écriture. Encore une fois, vous vous engagez sur 1 an ou sur 3 ans, donc c'est pas très souple. Et en plus, pour ces services, il n'existe pas de saving plans, donc vous ne pouvez pas juste vous engager sur un montant financier. Dommage, ça arrivera peut-être un jour, j'espère. Quand vous avez décidé de perdre en souplesse et de vous engager 1 an ou 3 ans, vous pouvez réfléchir encore un petit peu plus loin, et vous pouvez, ou non, payer en avance. Donc, sur votre réservation d'1 an, mettons, vous pouvez ne rien payer au début et payer tous les mois. Vous pouvez payer une partie au début et payer un petit peu tous les mois. Ou vous pouvez tout payer au début et ne plus rien payer tous les mois. Ça vous permet d'économiser quelques pourcents de plus. Et en général, sur une réservation d'1 an, en no upfront, si vous avez 31% d'économie, vous aurez 35% en full upfront. Donc vous grappillez quelques dollars, quelques centaines de dollars, quelques milliers de dollars peut-être, en fonction de la taille de vos réservations. Le truc d'après, et c'est quelque chose qui devrait être une évidence un petit peu dans notre société aujourd'hui, si on veut dépenser moins, il suffit de consommer moins. Genre redimensionner les instances, redimensionner les capacités en fonction de vos besoins. Vous n'avez peut-être pas besoin de 250 CPU, peut-être que 2 suffisent. Ça coûte moins cher aussi. Et puis aussi, détruisez les ressources qui ne vous servent plus. Et c'est très facile à dire, c'est pas toujours très facile à faire. Et puis, je pense que je vais le dire plusieurs fois aujourd'hui, vous avez besoin de connaître les spécificités de chacun des services que vous manipulez. Est-ce qu'un service est facturé à l'usage ou à l'instance? Est-ce que vous payez pour une instance ou est-ce que vous payez à la requête? Est-ce qu'un service vous facture pour chaque appel d'API que vous faites? Est-ce que la facturation, le prix, diffère en fonction des types d'appels d'API? Est-ce que vous êtes facturé en fonction du volume de données? Peut-être volume de données transférées, peut-être volume de données stockées. Et puis, quels sont les coûts de stockage, de transfert, des backups? Il y a des coûts absolument partout chez AWS et vous allez payer pour beaucoup de choses. Donc, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes facturé. Je pourrais passer le reste de ce talk à parler de comment vous pouvez, en théorie, faire des économies chez AWS. Mais j'ai pas tant de temps que ça. Et puis, toute cette théorie est documentée et vos interlocuteurs AWS sauront vous en parler. Donc, à la place, je vais plutôt parler de plein de petites ou grosses choses qu'on a faites, des vrais cas. Ça sera un peu plus fouillis que si je m'arrêtais à la théorie, mais ça sera aussi beaucoup plus vrai. Et puis j'espère que vous en tirerez quelques idées que vous ferez appliquer en rentrant au bureau dès demain. Vous êtes déjà au bureau. On a très peu d'applications déployées directement sur des EC2. Le plus gros de nos applications sont déployées dans Kubernetes. Et pour nos plus gros clusters, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sous OKS. Donc notre consommation de C2 est majoritairement pour Kubernetes.
Dans chacun de nos clusters Kubernetes, nous avons 3 masternodes. Ce sont des instances M5 2X large en général, et la charge sur ces masternodes est assez stable. Donc, nous avons pris des instances réservées pour ces masternodes. Et nous réalisons ainsi 30% d'économie. Sur des machines qui coûteraient quand même 4 000 $ par an chacune, 30% d'économie, c'est pas mal. On a plusieurs clusters. Pendant plusieurs années, pendant 2 ans, nous avons eu ce qu'on appelait des nœuds critiques. En fait, on avait des applications qui supportaient très mal les interruptions, qui avaient du mal à s'arrêter et à redémarrer. Donc on les mettait sur des instances, on-demand à la base, sur lesquelles on avait fait des réservations ou des saving plans. Et on faisait 30% d'économie comme ça. Et aujourd'hui, et depuis même pas mal de temps maintenant, nous n'avons plus aucun de ces nœuds critiques. Aujourd'hui, tous nos worker nodes Kubernetes sont sur des instances spot. Et les instances spot, ça représente environ 70% d'économie par rapport à la tarification on-demand. Bien sûr, il y a un contre-coup à ce 70% d'économie, qui est qu'Amazon peut vous reprendre une instance spot à n'importe quel instant, en vous prévenant au maximum 2 minutes en avance. C'est-à-dire que travailler sur des instances spot, ce n'est pas toujours facile, et ce n'est pas possible pour tous les workloads. Pour des API HTTP, ça marche plutôt pas mal. Pour des traitements de batch très longs, à vous de voir. Pour réussir à bien travailler avec des instances spot et pour réussir à monter à 100% d'instances spot sur nos worker nodes, on a appris à lancer rapidement des nouvelles instances quand une instance spot est reclaim. On a aussi appris à faire du fallback vers des instances on-demand. Ah oui, à certains instants, à certains moments, il n'y a plus de capacité spot disponible chez Amazon. Et puis, à l'inverse, on a appris à downscaler en priorité les instances on-demand pour revenir sur des tarifications spot autant que possible. Et ça marche très bien. Et on a des instances spot qui sont réclamées des dizaines de fois par jour et on ne s'en rend juste jamais compte. Sur toutes nos applications, nous avons l'autoscaling, et ça se traduit sur les worker nodes, qui est ce que vous voyez ici, les instances EC2. Et on voit l'écart entre le pic du soir à 21h et le trou de la nuit à 4h du matin. On voit aussi qu'on est encore un petit peu généreux et qu'on ne descend pas aussi bas qu'on pourrait. Mais c'est aussi un choix, un compromis qu'on a fait pour pas trop perdre en risque de stabilité. On sait aussi qu'il nous reste quelques optimisations à faire. Maintenant, pour ce qui est des autres applications que nous déployons sur SE2, on en a un petit peu. Là aussi, on utilise des instances spot autant que possible, et quand ce n'est pas possible, pour certains workloads, nous faisons des réservations ou des saving plans. Et maintenant, on fait surtout des saving plans. On travaille de temps en temps avec d'autres types d'instances que celles assez classiques. On travaille parfois avec des instances AMD qui peuvent être un petit peu moins chères, ou on travaille parfois avec des instances basées sur des processeurs ARM, des instances Graviton 2. Et c'est quelque chose qu'on fait pour certains de nos jobs EMR, par exemple. Et on s'y mettra prochainement, je pense, pour des services managés. Après tout, la promesse de 30 à 40% d'économie sur Graviton 2, juste en changeant de type d'instance, je ne sais pas vous, mais moi, elle m'intéresse beaucoup. Et quand je parlais d'EMR, je dis on fait des économies en utilisant du Graviton 2, bien on fait vraiment des économies en utilisant du Graviton 2. Et sur EMR, la seule chose qu'on a eu à faire, c'est faire une montée de version, je crois qu'on est passé de 6.0 à 6.1, changer de type d'instance, et hop, du jour au lendemain, nos coûts, on a baissé de, je sais pas, 20% ou 30%, un truc comme ça. Tester en staging, certains de vos jobs tournent peut-être très bien sur des instances ARM, d'autres peut-être pas. Et je sais qu'on a un ou deux jobs qui ont été un petit peu plus compliqués. Maintenant, un truc, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais un truc auquel on pense absolument pas quand on va chez Amazon pour la première fois. On interagit avec Amazon à travers des appels d'API. Eh bien, ces appels d'API sont souvent payants. Et on le voit ici sur le service S3. Donc, S3 qui permet de stocker des fichiers. On est sur un bucket d'une application, et on voit que le coût de stockage de ce bucket, c'est le petit truc rouge tout en haut minuscule. En partie gauche du graphe, les coûts de list bucket et head object coûtent beaucoup plus cher que le stockage. On a été analyser cette application, on s'est rendu compte que c'est une application qu'on avait développée quand on était on-prem, sur des bons vieux disques à l'ancienne, et la bibliothèque que cette application utilisait pour accéder à des fichiers, c'est une couche d'abstraction sur le file system, couche d'abstraction qui marchait aussi avec S3,
Mais quand on avait des chemins avec des slash, avec des dossiers sur un disque local, eh bien, cette bibliothèque faisait des vérifications d'existence sur chacun des niveaux de l'arborescence, qui est quelque chose qui ne sert absolument à rien sur S3, mais la bibliothèque le faisait quand même. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a patché la bibliothèque pour qu'elle ne fasse plus toutes ces vérifications d'existence de dossiers, et puis en plus, on a ajouté du cache pour faire moins d'appels à l'API S3, et on a divisé le coût par 4, 5 ou 6, un truc comme ça. Ça nous a pris genre une journée de boulot. Ça a été rentabilisé assez rapidement. Et j'ai un autre exemple qui est vraiment très 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 bien. Le service SQS. SQS, c'est un système de queue chez AWS, serverless, qui marche très bien, vous payez au message ou à l'appel d'API. Et on voit en vert, sur la partie gauche du graphe, le coût des appels d'API delete message. Donc on efface un message de la file SQS quand on l'a traité. Et bien, un jour, on a été lire la doc, on a vu qu'il y avait aussi un appel d'API qui s'appelle delete message batch. Et il permet d'effacer jusqu'à 10 messages d'un coup. On a modifié notre code, et maintenant, pour effacer 10 messages, au lieu de faire 10 appels unitaires à delete message, on fait un seul, idéalement, des fois 2, des fois 3 appels à delete message batch. On fait beaucoup moins d'appels à l'API de SQS. Et le résultat est visible. Vous le voyez en partie droite du graphe. C'est quelque chose qu'on a fait, vous le voyez ici sur delete. On l'avait fait quelques semaines plus tôt sur les opérations de lecture, les receives, et on a gagné 60% à peu près sur 2 des 3 types d'appels qu'on fait SQS. On peut pas sur cette application batcher les envois de messages, donc la partie en violette, la partie send va rester élevée, mais quand même 60% d'économie en remplaçant des appels d'API par un autre appel d'API, quoi. Ça vaut le coup de lire la doc. Puis je continue avec les appels d'API. CloudWatch Metrics, c'est le service d'AWS où AWS stocke toutes les métriques de tous les services managés. Pardon. On utilise très peu CloudWatch Metrics, on utilise plutôt une stack Prometheus qui est dans le cluster Kubernetes. Et aller lire les métriques dans CloudWatch, c'est... Voilà. Donc à la place, on s'est dit, on voudrait ramener les métriques depuis CloudWatch et les mettre dans Prometheus. Pour ça, on a déployé un logiciel, un exporteur, qui fait des appels d'API à CloudWatch pour obtenir les valeurs de métriques, et qui les expose à Prometheus. Et puis, un jour, on a regardé le coût de CloudWatch Metrics, c'est la partie gauche du graphe, et on s'est dit, ça coûte cher quand même. Donc là, on a regardé notre fichier de configuration, et on a vu qu'on allait chercher plein de métriques, y compris plein de métriques qu'on ne regardait jamais dans Prometheus. Donc on a enlevé plein de lignes dans notre fichier YAML, et on fait depuis beaucoup moins d'appels d'API à l'API de CloudWatch. Et quand on fait 50 $ d'économie par jour, ça fait quand même 18 000 $ par an. Juste en reconfigurant pour arrêter d'aller chercher des métriques qu'on n'utilise pas. Je reviens sur S3. S3, système de stockage de fichiers et d'objets. On a parlé de son API tout à l'heure. Maintenant, parlons du stockage. Quand on travaille avec de la vidéo, les vidéos, c'est souvent des gros fichiers. Il faut pas mal d'espace de stockage pour ces vidéos. Puis tous les jours, on stocke un petit peu plus de vidéos que la veille. Oui, nos clients uploadent des vidéos. Si on arrivait à réduire notre coût de stockage, ça aurait peut-être un impact, une influence non négligeable sur nos coûts à la fin du mois. Eh bien, chez S3, quand on lit la documentation, S3 fournit des classes de stockage. Les fichiers qu'on upload sur S3, par défaut, sont dans une classe de stockage standard. On y accède instantanément, on peut les lire, on peut les écrire. Mais si on a des fichiers auxquels on accède moins souvent, on peut les basculer vers la classe de stockage Infrequent Access. Les accès vont être un petit peu plus coûteux, mais le coût du stockage va être divisé par 2. Donc, sur des fichiers peu accédés, ça peut être pratique. Ou même, on peut aller plus loin, et on peut basculer nos fichiers vers la classe de stockage Glacier. On divise ainsi les coûts de stockage par 3. La récupération est un peu plus complexe. Ou même, on peut basculer nos fichiers dans la classe de stockage Glacier Deep Archive et diviser encore les coûts de stockage par 2,5. Par contre, là, il peut falloir jusqu'à plusieurs heures pour récupérer les fichiers. En fait, entre la classe de stockage standard et la classe de stockage Glacier Deep Archive, vous divisez le prix du stockage par 12, je crois, pour faire le calcul. Ça peut être intéressant si vous avez des backups ou des fichiers auxquels vous n'accédez que très rarement.
Pour basculer d'une classe de stockage à l'autre, on utilise des lifecycle policies qui nous permettent de dire au bout de 30 jours, on bascule en infrequent access, au bout de 90 en glacier, au bout de 365 en glacier deep archive. Mais quand on a des fichiers et qu'on ne sait pas vraiment si on y accède souvent ou non, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, S3 a une fonctionnalité pour ça, la fonctionnalité qui s'appelle Intelligent Tiering. La fonctionnalité Intelligent Tiering, quand on l'a activée sur certains de nos buckets, faisait une bascule automatique entre les classes de stockage standard et infrequent access. Et maintenant, elle sait même travailler avec d'autres classes de stockage. Et vous voyez sur le graphe ici, à gauche, on était tout en stockage standard sur un de nos buckets, et au milieu du graphe, on a activé la fonctionnalité d'Intelligent Tiering. On a coché une case. On a attendu 30 jours, pendant laquelle cette fonctionnalité a analysé notre utilisation des fichiers, et au bout de 30 jours, Intelligent Tiering a commencé à basculer des fichiers en infrequent access. En cochant une case, on a réalisé 30% d'économie sur ce bucket. Et quand je dis qu'on a coché une case, on a vraiment coché une case. Quand la fonctionnalité est devenue disponible, genre le lendemain, on a coché la case, sans même attendre que ça soit supporté par Terraform. Et pourtant, on fait tout en infrastructure as code, bah ça on n'a pas attendu. Parlons de DynamoDB maintenant. J'adore DynamoDB, un système clé-valeur évolué, qui a une patate de folie, qui scale merveilleusement et qui répond bien comme il faut. Et DynamoDB a deux modes de facturation. Il y a un mode Pay per request, où on paye à chaque fois qu'on fait une requête, et il y a un mode provisionné, où on dit je veux pouvoir faire 100 requêtes par seconde, et je paye pour 100 requêtes par seconde, peu importe le nombre que j'en fais réellement. Par contre, je ne peux pas en faire plus que ça. Sur ce deuxième mode, on peut avoir un système d'auto-scaling, mais il est réactif et il lui faut plusieurs minutes pour se mettre en route. Le mode Pay per request, il est génial en environnement de développement et de staging. Dans un environnement où on est assez peu actif, puis de temps en temps, on va lancer toute une série de requêtes. On veut payer uniquement ces requêtes et pas mettre de la capacité en permanence pour pas grand-chose. Mais pour nos tables qui travaillent le plus en production, le mode Pay per request, bah, on le paye assez cher. Et quand j'ai vu passer ce tweet qui dit un de nos clients est passé du mode provisionné au mode Pay per request, qui s'appelle aussi on-demand, où il y a deux noms, ils ont divisé leur coût par 90%, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas trop l'impression d'avoir constaté ça chez moi. Effectivement, je suis remonté dans l'histoire un petit peu, et on voit ici le coût d'un de nos projets en DynamoDB qui a fortement baissé, il a été divisé par 2 à peu près. Et bien en partie gauche du graphe, les tables de ce projet étaient en mode Pay per request, donc on payait à chaque fois qu'on faisait une requête, on n'avait pas à se soucier du scaling, par contre c'était très pratique. Et en partie droite du graphe, une fois qu'on a compris comment notre application se comportait, on a su comment provisionner DynamoDB et mettre de l'autoscaling réactif, même s'il met plusieurs minutes à arriver. Et on paye 2 fois moins cher. Donc en passant du mode on-demand au mode provisionné avec autoscaling, on a divisé les coûts par 2 sur ce projet. Et si je prends l'exemple le plus extrême que j'ai trouvé, c'est l'exemple de cette table, et ici les couleurs correspondent au type d'appel d'API. En partie gauche du graphe, nous sommes en Pay per request, et en partie droite du graphe, nous sommes en capacité provisionnée, en committed throughput. On a divisé le coût de cette table par 4 ou 5, un truc comme ça. En fait, ce graphe, c'est exactement l'inverse de celui qui était mis en évidence sur le tweet que je vous ai montré juste avant. Et ce tweet venait du compte officiel de DynamoDB. Alors là, je ne vais pas vous dire que DynamoDB dit n'importe quoi ou qu'AWS dit n'importe quoi, je n'ai absolument pas dit ça. Le message à comprendre, c'est que vous devez comprendre comment chaque service est facturé et comment est-ce que vous utilisez chaque service. Chaque conseil que vous trouvez sur Internet, sur Twitter, ou même pendant cette conférence, chaque conseil est à adapter en fonction de votre besoin. On a basculé la plupart de nos tables en mode provisionné avec autoscaling, on en a gardé certaines en mode Pay per request parce que c'était plus efficace ou moins coûteux. Et une fois qu'on est en mode provisionné, on peut réserver de la capacité chez DynamoDB. On peut s'engager pendant 1 an à dire je vais toujours consommer X unités de capacité, je vais toujours faire X requêtes par seconde. Et en théorie, quand on fait ça, on peut faire jusqu'à environ 50% d'économie. Chez nous, avec la forme de notre vague, qu'on retrouve aussi sur DynamoDB bien sûr, j'ai calculé qu'on arrivait à économiser dans les 30 à 35% à peu près, si on réserve à peu près au milieu de la vague. Donc le soir, on utilise de la capacité non réservée, tant pis, on la paye plus cher. La nuit, on gaspille un petit peu de réservation, mais en tombant entre les deux, on est plutôt efficace.
Et d'ailleurs, j'ai un article de blog à écrire sur BlockTech de Bedrock. Il est en brouillon, mais il faudra que je le termine. Passons à un autre sujet. Un sujet qui est une des plaies chez AWS. Les transferts de données entre zones de disponibilité sont payants. Et si vous voulez que votre plateforme soit un minimum résiliente, vous voulez la construire sur 2, voire même plutôt 3 zones de disponibilité. En fait, en général, pour avoir une architecture résiliente, vous allez faire quelque chose qui ressemble à ça. Du trafic arrive sur un load balancer, le load balancer l'envoie sur un ingress qui est dans une de vos 3 AZ, et l'ingress transmet vers un microservice qui en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui appelle une base de données, machin. Pas de chance, les appels sont faits un petit peu au hasard, et des échanges de données ont lieu sur le réseau entre les différentes AZ. Et on paye ce trafic inter-AZ. Si vous voulez réduire les coûts, on voudrait plutôt une architecture qui ressemble à ça. On voudrait qu'à partir du moment où une requête est arrivée dans une AZ, elle soit traitée, autant que faire se peut, depuis cette AZ. Et ainsi, on élimine du trafic réseau. Et on ne perd pas en résilience, puisque si on perd une AZ entière, bah tant pis, on continue de travailler dans les 2 autres. Eh bien, cette idée, potentiellement, elle marche. C'est quelque chose que nous n'avons pas encore fait dans nos clusters de Kubernetes. Dans le cluster Kubernetes, on traite surtout des appels d'API, donc des petits volumes de données. Par contre, c'est quelque chose qu'on a fait sur une de nos applications, une application qui est en dehors de Kubernetes, et c'est une application qui traite des flux vidéo. Et les flux vidéo, c'est volumineux. Eh bien, croyez-moi, cette optimisation en valait la chandelle. Je pense à un truc, et ça doit être le truc le plus ahurissant, je pense, que je dis aujourd'hui. Chez AWS, vous avez un service qui s'appelle Shield. Il est gratuit, il est fourni de base sur toutes vos distributions CloudFront. Et vous avez une fonctionnalité évoluée de ce service qui s'appelle Shield Advanced, et vous payez $3000 par mois pour avoir le droit d'utiliser Shield Advanced. Et en plus, un engagement d'un an. Une fois que vous avez payé ces $3000 par mois, vous n'avez pas Shield Advanced d'activer où que ce soit, vous devez l'activer là où vous pensez en avoir besoin. Ok, bon, $3000 par mois. Et on voulait activer Shield Advanced à certains endroits. Et après, on a refait des calculs et on s'est dit, il y a des endroits où on utilise le service WAF, le Web Application Firewall, pour filtrer des requêtes. Eh bien, quand on active WAF sur une distribution CloudFront ou sur un ALB, et que Shield Advanced n'est pas activé sur cette distribution CloudFront ou sur cette ALB, le service WAF est facturé au nombre de requêtes. Par contre, si on utilise le service WAF sur une distribution CloudFront ou un ALB où Shield Advanced est activé, alors le service WAF devient gratuit. C'est top. Mais Shield Advanced entraîne un coût en fonction du trafic réseau qui passe. Donc, pour chacune de vos distributions CloudFront qui a du WAF, pareil pour les ALB, vous pouvez calculer si activer Shield Advanced sur cette distribution est plus intéressant que rester sans ou pas. Et typiquement, pour des distributions qui font beaucoup de petites requêtes, genre des API, eh bien, activer Shield Advanced coûte moins cher que ne pas l'activer. Et pour des distributions qui font beaucoup de volume, par exemple de la distribution vidéo, Shield Advanced, non. Non, c'est juste ruineux de payer au gigaoctet. En plus de ça, bien sûr, prenez en compte les fonctionnalités de sécurité qui sont apportées par Shield Advanced, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et en vrai, on paye les $3000 parce qu'il nous sert sur certaines distributions. En activant Shield Advanced, voilà, on passe à un WAF gratuit, par contre on paye un peu en fonction du trafic. Et on a des distributions CloudFront qui sont devant des API à très fort trafic, mais faible volume de données. Et en fonction de ce que vous avez chez vous, peut-être qu'activer Shield Advanced sur certaines API qui ont du WAF va suffisamment faire baisser le coût de WAF pour que les $3000 par mois à payer pour avoir le droit d'utiliser Shield Advanced deviennent gratuits. Donc si vous avez besoin de Shield Advanced quelque part, peut-être que l'activer à d'autres endroits peut faire baisser son coût. Faites les calculs, c'est un peu what the fuck, et quand on les a fait, on s'y est mis à plusieurs, histoire d'être vraiment sûr de ce qu'on calculait, et ouais, ça peut être intéressant. Maintenant, je vais dire un truc qui va vous choquer, et un truc qui me choque moi-même, considérant que j'ai déjà donné des conférences autour de la résilience applicative. Je vais vous dire que tout n'a pas besoin de haute disponibilité.
Ok, je me rattrape. Surtout en environnement de développement et de staging. En fait, sur nos environnements de développement et de staging, on n'a quasiment jamais de HA. Que ce soit RDS, Elasticache ou d'autres services, on n'a pas primary plus failover, on a juste primary. Et au pire, le primary s'écroule, et bah tant pis, on restaurera les backups de la veille, et le temps que ça se remonte, on ira boire un café. C'est pas très grave, et ça arrive très rarement. Et ça coûte 2 fois moins cher que si on avait un primary et un failover. Et puis on fait la même chose dans Kubernetes, en staging, encore une fois. Des fois, pour certaines applications, on a un seul pod. Et par rapport au trafic qu'on a en staging, ça suffit largement. Et puis quelques secondes ou quelques dizaines de secondes d'indisponibilité sur du staging, c'est pas la fin du monde. Ça fait baisser les coûts. Truc suivant, j'en ai déjà parlé, mais on le met en application. Éteindre des choses quand elles ne servent pas. Faites le calcul. Les nuits et les week-ends, ça représente 60% du temps. Si vous éteignez vos serveurs les nuits et les week-ends, vous faites 60% d'économie. Et la nuit et les week-ends, vos développeurs, ils ne sont pas censés bosser, ils sont censés se reposer ou faire la fête. 60% d'économie. Pour certains services, c'est facile. Pour RDS et pour EC2, vous avez une fonctionnalité éteindre, une fonctionnalité rallumer. Vous ne payez pas le compute pendant ce temps, vous ne payez que le stockage. Ça ne coûte pas grand-chose. Sur d'autres services, malheureusement, notamment sur Elasticache et sur Elasticsearch, il n'y a pas de fonctionnalité éteindre. Vous devez détruire les instances le soir et en créer de nouvelles le lendemain matin en restaurant les backups. Ça se fait, on l'a fait, et c'est pas si compliqué, et le gain peut être intéressant. Et puis on fait la même chose dans nos clusters Kubernetes pour nos previews. Nos previews, ce sont des déploiements éphémères qui sont créés automatiquement quand on ouvre des pull requests. Eh bien, nous downscalons à 0 réplica tous les deployments de previews, les nuits et les week-ends. Et on le voit ici, ça fait un sacré écart. On voit aussi ici que nous n'éteignons pas encore nos applications en staging les nuits et les week-ends. C'est une prochaine piste d'optimisation. Pas toutes, du moins. Truc évident, j'en ai déjà parlé, détruisez les ressources qui ne servent plus, ne faites pas de choses inutiles. Et vous savez, ce projet, cette API, qui était très utilisé il y a 2 ans, et que désormais plus personne n'appelle, vous avez arrêté de la maintenir, vous avez archivé le projet dans le GitHub, est-ce que vous avez pensé à détruire son infrastructure? Vous payez peut-être encore des milliers de dollars tous les mois pour l'infrastructure d'un projet qui ne sert plus à personne. Détruisez-moi tout ça. Pareil, le stockage dans S3. S3, c'est merveilleux, c'est un stockage illimité, où on a l'impression que c'est illimité. Je n'ai jamais touché les murs de S3 encore. Donc on empile les trucs dans S3, on en fout plein de choses dans S3. Bah, des fois, effacer des vieux fichiers qui ne vous servent plus à rien, ça permet de faire des économies, quoi. Ou même encore mieux, et c'est ce qu'on voit sur ce screenshot, dans S3, vous avez un système de versionning d'objets. Quand vous mettez à jour des objets, S3 peut conserver leurs anciennes versions. Si vous avez des fichiers que vous mettez souvent à jour, au bout d'un moment, vous allez avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'anciennes versions. Et vous payez leur stockage. Effacer ces anciennes versions, ça peut diviser le prix d'un bucket par beaucoup. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Même chose pour DynamoDB. DynamoDB, au départ, c'est pas vraiment fait pour stocker des données froides à long terme. Et il y a quelques temps, on stockait des données pendant longtemps dans DynamoDB. Et on voit en partie gauche du graphe, ce qui nous coûtait le plus cher en DynamoDB, c'était le stockage et le stockage des backups, et pas du tout le requêtage. On a réfléchi, on a arrêté de stocker des données pendant longtemps dans DynamoDB, maintenant on stocke nos données au maximum un mois, je crois, dans DynamoDB, et pour du plus long terme, on les stocke ailleurs, dans S3 par exemple. Et on a bien réduit nos coûts de stockage et de stockage de backup. Alors tout de même, je nuance, depuis quelques mois, donc depuis après qu'on ait fait ça, DynamoDB supporte une classe qui s'appelle Standard IA, Standard Infrequent Access, qui réduit de 60% le coût de stockage des données peu accédées. Par contre, les accès sont plus coûteux. Mais sur certains cas, ça peut être plus pratique que de brutalement effacer les données et les foutre dans S3. Ne faites pas des choses inutiles. Au milieu de ce graphe, on a envoyé des logs vers CloudWatch Logs cette fois-ci, en mode verbeux. Et on n'a jamais été regarder ces logs. On a juste activé le mode verbose, on les a regardés pendant 5 minutes et on a laissé tourner le mode verbeux pendant visiblement 15 jours. Bon, bah, 75 $ de logs inutiles par jour, ça aurait fait 27 000 $ par an. Heureusement, on s'en est rendu compte au bout de 2 semaines. Et puis encore un, et j'ai un petit peu honte sur celui-là,
ECR, c'est le système de stockage d'images Docker chez Amazon. Tous les jours, plusieurs fois par jour, des dizaines, des centaines de fois par jour, on construit des nouvelles images Docker. On les déploie dans notre chaîne de CI, on les déploie en previews, on les déploie en staging, on les déploie en production. Et toutes ces images Docker, on les stocke dans ECR. Et un jour, on s'est dit, le service ECR nous coûte assez cher. Donc là, on a regardé le coût par jour, on a vu qu'il augmentait tout le temps. Ah bah oui, forcément, tous les jours, on poussait des nouvelles images Docker vers ECR, et on n'effaçait jamais les anciennes images. Mais jamais. Donc un beau jour, on a activé la fonctionnalité qui purge les vieilles images. Il y a une policy pour ça, c'est quelques lignes de Terraform. Et on a commencé à faire 45 $ d'économie par jour. 16 000 $ par an. Quelques lignes de Terraform. Et puis encore un truc, et ça fait mal quand même de dire ça, ça arrive souvent en environnement de développement, en environnement de sandbox, on crée des instances pour tester un truc ou faire un rattrapage, et puis on la laisse tourner parce qu'on oublie d'éteindre. On prend des fois des petites instances, mais quand même, une DB-T3X large mono AZ à Paris, ça fait 1 000 $ au bout de 5 mois. Pensez à éteindre les instances temporaires. Et pour des comptes comme ceux de Sandbox, les comptes où vous expérimentez, un outil comme AWS Nuke peut vous aider. Ça peut être assez sympa pour tout détruire régulièrement. Pour tous les services qui ne sont pas serverless, les services basés sur des tailles d'instances, comme RDS, Elasticache, Elasticsearch, et puis plein d'autres, en général, on pense à redimensionner nos instances à la hausse. Des fois, on y pense un peu trop tard, mais on voit la charge qui monte, et on redimensionne nos instances à la hausse. Par contre, redimensionner à la baisse, c'est beaucoup plus rare qu'on y pense. Mais des fois, ça vaut le coup d'aller vérifier. Est-ce que nos instances sont bien utilisées? Si elles sont utilisées à 10% maximum, mettez des instances plus petites, et vous ferez des économies. Attention à un truc, si vous avez pris des réservations, changer de famille ou de taille d'instance fait que votre réservation va être gaspillée. Donc regardez si vous n'avez pas une autre instance qui pourrait être couverte par la réservation, ou alors faites votre redimensionnement au moment où la réservation expire, avant d'en faire une nouvelle. Et puis, c'est peut-être un petit peu extrême, et c'est peut-être un petit peu en dehors du cadre de ce talk, mais c'est des idées qui peuvent mériter d'être envisagées selon votre situation. Certains services managés ont la réputation d'être chers, et certains sont difficiles à scaler. RDS, Elasticache, Elasticsearch par exemple. Dans certains cas, peut-être que manager vous-même ces services, sur des EC2 ou dans Kubernetes, peut-être ça peut être intéressant. Pensez toutefois que ça va vous prendre du temps. Un peu plus loin encore. Pour certaines choses, peut-être que d'autres fournisseurs sont moins coûteux. Par exemple, le coût du trafic réseau. C'est un point sur lequel vous pouvez vous interroger si vous en faites beaucoup. Bien sûr, si vous travaillez avec 2 fournisseurs, pensez au coût de formation et d'outillage pour que vos équipes sachent travailler efficacement avec 2 fournisseurs. Et puis, encore plus loin, si vous n'avez pas besoin de souplesse et que votre workload est stable, peut-être qu'acheter des serveurs et les amortir sur 3 ans à l'ancienne, c'est peut-être encore une approche valable. C'est peut-être même plus intéressant pour les coûts que le cloud. Là aussi, vous allez vous ajouter du travail, vous aurez besoin de compétences différentes, mais on n'est pas obligé de tout faire dans le cloud. Alors, en termes d'approche, les couches AWS, c'est quelque chose qui est très variable, ça varie tout le temps, mais c'est aussi génial. Rappelez-vous, on-prem, le bon vieux temps. On achetait des serveurs, on les amortissait sur 3 ans, et on avait du mal à identifier le coût de chaque projet. Maintenant qu'on est dans le cloud, on est facturé à la minute, ou à l'heure, ou à la seconde, par ressource. Et puisque nous taguons toutes nos ressources, ça nous permet de dire « ce projet ne rapporte pas assez par rapport à ce qu'il coûte, donc nous l'arrêtons » ou nous décidons de l'optimiser. Nous pouvons piloter notre business par les coûts. Bien sûr, pour y arriver, nous avons besoin d'indicateurs business et fonctionnels. Et nous avons besoin que ces indicateurs soient mesurables et comparables d'un mois sur l'autre. Par exemple, un indicateur intéressant, ça peut être chaque utilisateur coûte X $ par mois. Un autre indicateur intéressant, ça peut être chaque heure de vidéo vue coûte X $ par mois. Et vous pourrez comparer d'un mois sur l'autre. Par contre, si vous prenez un indicateur du genre ce projet coûte X $ par mois, si vous avez une charge variable comme nous, vous aurez du mal à comparer. Et puis dans tous les cas, les coûts, ça va dépendre de la volonté business et produit
de votre entreprise. Si votre entreprise vous pousse à sortir des features et pas à réduire les coûts, eh bien, les coûts vont augmenter. Et ça peut être tout à fait acceptable. Par exemple, pour aller plus vite. Dans ce cas-là, en fait, augmenter le coût d'hébergement pour avancer plus vite, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui vient s'ajouter à d'autres composantes de la dette technique de votre projet. Et cette composante de la dette technique, elle est super cool parce qu'il y a un montant en dollars en bas de la facture. Ça, c'est pratique. Si vos clients accèdent à votre staging et que votre entreprise ne veut pas leur expliquer que le staging n'est pas disponible les nuits et les week-ends, ou vos clients sont dans une autre région du monde, eh bien vous êtes obligé de laisser votre staging allumé tout le temps. Et c'est donc 60% d'économie que vous ne ferez pas. Et puis dans tous les cas, posez-vous la question, l'effort versus le gain. Et si vous passez 10 jours à faire une optimisation pour économiser 10 $ par mois, il va vous falloir un sacré paquet de mois avant de devenir rentable. Donc des fois, juste brûler de l'argent, ça coûte moins cher qu'optimiser. Et c'est moche de dire ça, j'en suis conscient. Le cloud, c'est vachement cool, ça permet de voir plus loin que le coût de l'hébergement. On a des cycles courts, des itérations rapides, il faut quelques minutes pour avoir un serveur. On donne plus d'autonomie aux développeurs, on a plus d'élasticité. Finalement, le coût d'infrastructure, ce n'est pas la seule chose qui compte sur un projet. Et vous devez penser total cost of ownership, le coût total d'un projet, et pas uniquement le coût de son infrastructure. Et le coût total d'un projet, il est influencé par plein de facteurs. Le time to recovery, le time to market, le temps de développement, l'hébergement, la formation, l'autonomie des équipes, l'élasticité, la scalabilité, enfin tout plein de choses. Et le coût d'infrastructure, ce n'est que un des coûts du projet. Et peut-être que des services qui coûtent cher, ça coûte en fait pas si cher en coût total. Si vous passez moins de temps à les gérer, ça vous permet de faire évoluer votre business plus rapidement. Parlez avec vos contacts chez AWS, votre SA peut vous aider à améliorer votre architecture, votre TAM peut vous aider à identifier des coûts optimisables, votre AM peut lui aussi vous accompagner, donc parlez à vos contacts chez AWS. Et donc, au bout de, 45 minutes à peu près, où est-ce qu'on en est? Eh bien déjà, quand AWS dit « Nos clients qui sont venus chez nous réalisent des gains de prix absolument géniaux », eh bien, il y a peut-être des clients pour qui c'est vrai, mais quand on était à 98% de notre capacité on-prem, si on regarde les coûts d'infrastructure uniquement, c'est pas tout à fait vrai. Mais la partie « si on regarde les coûts d'infrastructure uniquement » est extrêmement importante dans cette phrase. Optimiser les coûts chez AWS et ailleurs, c'est compliqué, et faire n'importe quoi ou juste ne rien faire, c'est beaucoup plus facile. Pour réussir à réduire vos coûts, voire les optimiser, vous avez besoin de les comprendre, de les répartir, et vous allez avoir besoin d'y passer du temps. Pour réduire les coûts, il faut donc de la volonté dans l'entreprise et dans les équipes, et vous avez besoin de bien connaître les services AWS et les optimisations possibles. Ma recommandation, c'est de ne pas avoir uniquement une équipe FinOps qui soit responsable des coûts, mais plutôt d'avoir une mentalité FinOps dans toutes les équipes, donc que chaque équipe suive les coûts de son projet et veille à les réduire, si c'est bon pour le business, et avoir quelques personnes FinOps qui ont vraiment de l'expertise sur les coûts AWS et sur les services, ça peut aider ces équipes en leur apportant de l'expertise. Parce que les développeurs ne peuvent pas connaître tous les détails de tous les services, croyez-moi, c'est impossible. Et puis avec un petit peu d'effort, on peut bien réduire les coûts. C'est possible. Mais malheureusement, rien n'est plus facile que de les laisser remonter. Je m'appelle Pascal Martin, je suis Principal Engineer chez Bedrock, et on recrute, on a un poste FinOps, donc si vous connaissez assez bien les coûts chez AWS, ou vous êtes plutôt intéressé par du DevOps et que vous voulez apprendre le FinOps, vous avez mon adresse mail à l'écran. Et je parlais au début de cette présentation de notre migration vers le cloud. Si vous voulez en savoir plus sur notre migration, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Plan Copenhague, dans lequel je raconte comment nous avons migré la plateforme Sysplay vers le cloud sur AWS et Kubernetes. Vous avez l'adresse à l'écran, linpub.com/syscloud. Et il doit nous rester quelques minutes pour les questions. Me revoilà. Est-ce que l'organisateur est là et a vu passer des questions? Je suis là. Tu es là, parfait.
J'étais en fanboy, hein. J'étais là, j'ai tout écouté, j'ai tout vu, c'était génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, non pas pour l'instant de questions. Du coup, je vais lancer le flot des questions s'il y en a. Pourquoi ne pas s'être appuyé sur des services ou des sociétés tierces qui font du cost analysis type TVT ou autre, en fait? Parce qu'au début, on s'est dit, on veut migrer vite. Ok. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, maintenant, on va commencer à regarder parce que ça faisait un petit peu peur par moment. Et on aime beaucoup faire les choses nous-mêmes et comprendre les choses nous-mêmes. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour notre migration cloud. On a pris quelques dizaines de jours de consulting au début pour nous accompagner, pour critiquer ce qu'on faisait, mais on a fait notre migration nous-mêmes. On a mis un petit peu plus longtemps à la faire, mais on maîtrise complètement notre plateforme aujourd'hui parce que c'est nous qui l'avons déployée dans le cloud. Et on a la volonté de faire un petit peu pareil sur les coûts. On préfère recruter quelqu'un qui va nous accompagner vraiment au quotidien sur le long terme, plutôt que de prendre quelqu'un en consulting. Ok, merci beaucoup. Je vois une question qui arrive, ça y est, je vois le chat. Comment vous savez le temps maximum à passer pour optimiser le coût pour que ce temps reste rentable? Eh ben, on fait des calculs. Si on voit une augmentation de coût de, je sais pas, de 10 $ par mois, on va se dire c'est certainement pas rentable. Si on voit un projet qui coûte très cher, on se dit en face, si on passe 5 jours pour optimiser, ça nous coûte, j'en sais rien, un TJM 500 $, mettons, donc ça fait 2500 $ sur une semaine. Est-ce qu'en 1 mois ou en 2 mois ou en 6 mois, on arriverait probablement à rentabiliser? Assez souvent, on arrive à faire ce calcul un petit peu grosse maille, quoi. Si on va économiser 10 $ par mois, on sait que ça ne sera pas rentable. Si on va économiser 10 000 $ par mois, ouais, il y a des chances que ça devienne rentable. Et quid du Cost Optimization Pillar dans le Well Architected Framework? Il pose plein de questions, je ne les connais absolument pas par cœur, mais on fait des revues Well Architected Framework, on les fait environ une fois par an, et on essaye de se rapprocher des bonnes choses, on n'en est pas très loin. Notre plus grosse problématique, c'est la mentalité FinOps dans les équipes. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille, on fait de la formation, on fait de l'accompagnement. Et avoir une personne plein temps pour nous aider là-dessus, ça aidera aussi les équipes. Donc oui, on passe le Well Architected Framework, l'audit, la revue, Well Architected. Mais c'est pas notre objectif premier de respecter absolument le Well Architected Framework. Même si d'une année sur l'autre, on voit qu'on progresse, ça fait plaisir parce qu'on bosse quand même dur. Même problématique et bon retour, suite, ok. Je ne sais pas si tu vois d'autres questions. J'ai vu ces deux-là dans le chat. Non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour à peu près. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Pareil, on laisse 2 secondes. S'il y en a une nouvelle, parfait. Comment véhiculer les bonnes pratiques FinOps pour éviter l'optimisation continue et perpétuelle? Je vais complètement botter en touche. Avoir des product owners qui veulent sortir des millions de features, ça te garantit que tu ne vas pas passer ta vie entière à optimiser les coûts. C'est botter en touche, j'avoue. En vrai, c'est des calculs, c'est comme comment est-ce que tu fais pour ne pas passer toute ta vie à rembourser de la dette technique, ou comment est-ce que tu fais pour ne pas passer toute ta vie à faire des optimisations, à grappiller 1% de CPU par-ci, 1% par-là, ou comment tu fais pour ne pas passer toute ta vie à avoir l'architecture absolument parfaite, sachant qu'à chaque fois que tu as fait une architecture, tu te rends compte qu'elle a encore des défauts. Et ben, les coûts, c'est pareil, tu fais des reworks de temps en temps, mais tu passes pas ta vie entière à faire des reworks, que ce soit sur les coûts, sur l'architecture, sur la performance. Au bout d'un moment, tu priorises les projets dans l'entreprise, et des fois, tu acceptes de brûler un petit peu plus d'argent pour avancer plus vite. Et c'est un choix conscient. Enfin, du moins, si c'est un choix conscient, c'est un choix qui est tout à fait justifiable et qui peut être un très bon choix. Et je garantis que les équipes, certaines de nos équipes cherchent à réduire leurs coûts, mais elles cherchent aussi à sortir de nouvelles fonctionnalités et à répondre aux attentes de nos clients. Et c'est ça qui compte. Pas de nouvelles questions? Eh ben, je crois que c'est juste l'heure. Ouais, on va s'arrêter là encore. Merci beaucoup Pascal pour le call, c'était super Merci intéressant. beaucoup. Merci d'avoir posé des questions côté chat. Je vous propose d'aller dans le lobby et Pascal aussi pourrait lui poser des questions à tête. Et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine conf. Bye bye. Merci beaucoup.